Ella n'avait que 6 ans lorsque son père se remaria. Sa nouvelle marâtre, Madame Vondicosso, entra dans leur maison comme une brise douce, tendre, chaleureuse et gracieuse. Avec ses foulards soigneusement noués et sa voix apaisante, Vondi avait cette façon de faire sentir les gens en sécurité. Elle arriva avec sa fille, Lucille, qui avait 1 an de plus qu'Ella et portait toujours des rubans dans les cheveux. Au début, la vie était belle. Chaque soir, Vondi brossait les cheveux d'Ella tout en lui racontant des histoires, un bras autour de ses épaules. Elle l'appelait « mon rayon de soleil », l'embrassait sur le front et disait « ta mère devait être une reine pour avoir donné naissance à une fille aussi précieuse ». Ella y croyait. Elle croyait chaque mot. Elle ne se voyait pas comme un fardeau ni comme une étrangère. Lucille et elle partageaient leurs poupées, riaient de leurs dessins farfelus et faisaient des colliers avec des fleurs du jardin. Mais les saisons changent, et Ella aussi. À ses 16 ans, elle s'était transformée en quelque chose que le village n'avait jamais vu. Sa peau brillait comme du lait frais sous la lumière du matin. Ses yeux, grands, ronds et brun foncé, capturaient les regards sans les lâcher. Ses longs cheveux noirs coulaient comme de la soie, sans crème ni huile. Même sa voix avait changé, douce, mélodieuse, comme une chanson en attente d'être chantée. Les gens commencèrent à parler. Les femmes à la rivière la fixaient en chuchotant. Les garçons du marché la suivaient des yeux, trébuchant sur leurs mots. Les étrangers qui visitaient le village demandaient « Qui est cette fille ?» Elle marche comme une reine. Lors des festivals du village, elle ne dansait plus librement. À chaque mouvement, des hommes criaient « C'est ma femme, je donnerai 10 vaches pour sa main ». Même le président de notre pays ne résisterait pas à celle-là. Lucille, autrefois au centre de l'attention, devenait l'ombre d'Ella. Et Vondi, celle-là même qu'il appelait son rayon de soleil, ne lui adressait presque plus la parole. Elle la fixait longuement, les yeux froids, le visage fermé. Un jour, Vondi observa Ella aider un fermier à soulever des paniers sur la place du village. Le vieil homme sourit à Vondi et dit « Vous devez être fier. C'est la fleur de cette terre. » Vondi répondit par un sourire, mais ses mains serraient son panier avec force. Quelque chose avait changé. Et Ella, douce et innocente, ne s'en rendit pas compte. Elle chantait encore en balayant la cour, faisait encore des bracelets de fleurs pour Lucille, embrassait encore Vondi sur la joue chaque matin. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa beauté avait allumé un feu dans le cœur de sa marâtre. Un feu discret, lent, fait d'envie, de peur et de quelque chose de plus sombre. Un jour fatidique, la soirée était fraîche. Les familles, assises devant leur maison, discutaient tranquillement quand cela arriva. Tout commença à l'aube par une trompette royale. Puis vinrent les chevaux galopants, et enfin la voix tonitruante du héros du roi, debout sur une estrade sur la place du village. Par décret royal, son Altesse royale, le prince Nathaniel Jamson, fils du roi Richard d'Agaza, revient des États-Unis d'Amérique à la recherche d'une épouse, une fille de notre terre. Le village explosa de joie. À la rivière, les jeunes filles hurlèrent si fort que les oiseaux s'envolèrent des arbres. Certaines laissèrent tomber leurs calebasses, renversant l'eau en se serrant et tournoyant de bonheur. Le prince vient d'Amérique. Tu te rends compte? Mon Dieu, ce n'est pas le moment d'être laide. Elles se mirent à chanter, à éclabousser l'eau, à danser. Prince Nathaniel, notre prince chocolaté. De New York à Texas, on l'appelait roi. Maintenant il revient, riche et beau, et l'une de nous portera la couronne. Au marché, les mères quittèrent leurs étals pour danser devant les grilles du palais. Il a étudié en Amérique, commerce, ingénierie, leadership. Il possède une entreprise en Californie, 3 maisons à Miami. Il conduit des voitures qui valent plus que tout ce marché. Elle riait. Elle dansait. Elle remerciait le roi d'avoir choisi une fille du pays, pas une étrangère aux yeux bizarres et au sourire faux. Au moins, une de nos filles connaîtra le luxe. Ah, celle qu'il choisira portera du Versace pour aller chercher de l'eau. Pendant ce temps, chez les Cosso, l'air était différent. Par la fenêtre, Madame Vondicosso observait les jeunes filles répéter leurs démarches, leurs rires, leurs sourires. Chacune rêvant d'attirer l'œil du prince. Elle se tourna lentement. Elle fixa Ella, occupée à éplucher du manioc. Le soleil caressait son visage. Quelques mèches échappées de son foulard dansaient avec la brise. Sa peau semblait faite de perles. Lucille, debout à côté, paraissait invisible. La mâchoire de Vondi se serra. Ella était devenue encore plus belle. À 20 ans, elle se mouvait comme l'eau, calme, mais envoûtante. Ses pommettes étaient plus hautes, ses yeux plus profonds, ses lèvres comme des pétales de rose. Même en haillons, elle avait l'air d'une reine. Le cœur de Vondi s'enflamma. Non, non, non. Je ne laisserai pas ce prince poser les yeux sur elle. Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle perde face à une orpheline. Et à cet instant,
Ses plans commencèrent à prendre forme, silencieux, cruels et calculés. Et avec cela, l'amour qu'elle avait jadis pour Ella disparut complètement, englouti par une émotion qu'elle n'avait jamais osé nommer jusqu'à ce moment, la jalousie. Quand le soleil se coucha ce jour-là, l'atmosphère dans la maison changea pour Ella. Car cette nuit-là, le cœur de Vondi se changea en pierre. Elle s'assit dans un coin sombre de sa chambre, murmurant pour elle-même comme une reine folle. « Je l'ai nourrie. Je l'ai vêtue. Et maintenant elle ose briller plus que mon propre sang? Elle ne sera pas reine. Elle ne sera même pas vue. » Le lendemain matin, avant même le chant du coq, Vondi fit irruption dans la chambre d'Ella. Elle arracha violemment la couverture du lit, les yeux remplis de rage. « Tu quittes cette chambre immédiatement. Tu vas dormir désormais dans la petite pièce abandonnée près de la cuisine. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus chercher de l'eau avec les autres. Tu vas récurer cette maison du toit jusqu'à la fosse. Plus question de te coiffer. Tu vas attacher tes cheveux avec ce vieux chiffon et rester hors de vue. » Elle lui tendit un chiffon. Ella la regarda, confuse. « Mais maman, qu'est-ce que j'ai fait ?» Clac. Une gifle brûlante et lourde atterrit sur sa joue. « Ne m'appelle pas maman, sorcière. Tu crois que tu vas séduire le prince avec ses yeux maléfiques? Il ne te verra jamais. Tant que je respire, il ne te verra pas. » À partir de ce jour-là, Ella devint prisonnière dans sa propre maison. On lui retira son miroir, on lui confisqua sa trousse de maquillage. Ses vêtements furent brûlés, remplacés par des haillons destinés à la poubelle. Elle ne mangeait que des restes, pendant que Lucille dégustait du porridge chaud et de la viande grillée. Quand Ella tentait d'approcher la porte pour regarder les danseuses ou aller chercher de l'eau, Vondi la tirait par l'oreille et la ramenait de force à l'intérieur. Pire encore, Vondi l'enfermait dans la remise pendant les fêtes ou les événements. Si les yeux du prince doivent voir une fille, disait-elle en grinçant des dents, que ce soit Lucille. Pas toi, orpheline inutile. Dans cette remise poussiéreuse, Ella pleurait en silence, la tête entre les bras. Les rats couraient au sol, l'air sentait le kérosène et les ignames pourris. Mais même là, son esprit ne se brisa pas. Elle murmurait dans le noir. Ma mère disait toujours, les étoiles brillent plus fort dans la nuit. Un jour, quelqu'un verra ma lumière. Mais Vondi n'en avait pas fini. Quelques jours avant le bal d'accueil du prince, elle franchit une nouvelle limite. Elle donna à Ella un rasoir cassé et lui ordonna de se raser la tête. « Tes cheveux sont le piège du diable. Coupe-les ou je le ferai moi-même avec le feu. » Ella pleura. Elle supplia. Mais Vondi riait. « Je ne t'ai jamais élevée pour devenir reine. Et comme ce n'était pas prévu au départ, je ne laisserai pas ça arriver. » À mesure que le bal royal approchait et que les rumeurs disaient que le prince choisirait sa future épouse avant la grande fête du village, la panique de Vondi grandissait. Ella devenait encore plus belle. Même en haillons et le crâne rasé, sa lumière naturelle, sa grâce, et son calme touchaient discrètement les anciens et les étrangers. Il fallait faire quelque chose. Alors Vondi élabora un nouveau plan. Pas avec des chaînes, cette fois, mais avec des pots de vin et de la manipulation. Habillée d'un grand pagne et portant un panier de poissons secs et d'ignames, elle alla de maison en maison, essayant de convaincre chaque mère ayant une jolie fille de se retirer. Sa voix était pleine d'une fausse douceur. « Vous savez tout à quel point j'ai été généreuse. Vous vous souvenez comment je vous ai prêté du piment au dernier marché? Si ma fille Lucille devient reine, vous profiterez toutes. Il y aura des contrats, des faveurs, des postes. Soyons honnêtes. Ma Lucille est instruite, élégante et belle. Elle a des mains douces et parle un bon anglais. Le prince sera fier d'elle. Elle nous représentera avec grâce. » Certaines femmes hochaient la tête poliment. D'autres murmuraient derrière son dos. Mais une femme, Maman Calabat, connue pour sa langue tranchante et son cœur encore plus tranchant, ne se laissa pas faire. Un après-midi brûlant, alors que Vondi s'approchait de son portail, la voix mielleuse, Maman Calabat était assise sous le manguier avec sa fille Amara. Dès qu'elle aperçut la silhouette de Vondi, ses yeux se plissèrent. Elle se leva, resserra son pagne et avança comme une tempête. « Vondi Kosso, je te préviens. Recule immédiatement de mon portail. » Vondi, confuse, s'arrêta mais tenta de garder son calme. « Ah Clara, ne me dis pas que tu ne veux pas que ta fille entre au palais? Je suis venu parler entre sœurs. » « Parler de quoi? Tu veux marchander le destin de ma fille comme une tomate au marché? Tu veux que je me retire pour ta Lucille, cette beauté vide sans caractère? » Vondi recula, essayant de répondre, mais Clara était enflammée. « Tu es cruelle, sans cœur. Tu traites cette pauvre Ella comme une esclave. Tu as brûlé ses vêtements, rasé sa tête, enfermé dans une remise, et maintenant tu oses demander aux gens de sacrifier leur fille pour ta Lucille? » Le silence s'installa dans la cour. Les voisins observaient depuis leurs fenêtres. Même les oiseaux cessèrent de chanter.
Maman Calabat s'approcha, les yeux flamboyants. « Écoute-moi bien, Vondi. S'il y a une fille dans ce village que le prince pourrait remarquer, c'était là. Pas ta fille arrogante qui fait la tête plus que la lune pendant une éclipse. Ella est plus belle que 10 Lucille. Elle est gracieuse, humble, et s'est élevée seule sans aide. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas supplier pour elle. Je laisserai le destin faire son travail. Tu devrais faire pareil, si tu as encore un peu d'honte. » Vondi resta figée. Ses lèvres tremblaient. Elle serra son sac comme une soldate vaincue. Et lorsqu'elle se retourna et s'éloigna lentement, les murmures commencèrent à s'élever. Les gens observaient maintenant. Le village parlait, et l'illusion commençait à se briser. Quelques jours seulement après la confrontation de Maman Calabat, une étrange silhouette arriva au village. Il était petit, incroyablement petit. Sa tête atteignait à peine la poitrine d'un homme moyen, mais il marchait avec assurance, vêtu de vêtements propres et bien repassés, portant un petit sac en cuir. Arrivé sur la place du village, il se dirigea droit vers Maman Edna, la chef du marché, une femme ronde, bruyante, au rire tonitruant et à la langue acérée. Il s'inclina légèrement et dit « Bonjour madame. Je viens d'emménager dans ce village. Je cherche une petite boutique à louer. Je suis prêt à payer. » Maman Edna le regarda avec des yeux plissés, puis éclata d'un grand rire qui résonna à travers tout le marché. « Ah, alors maintenant que notre prince revient, des étrangers comme toi veulent venir voler la vedette? Toi, on dirait une blague envoyée par les dieux. Qu'est-ce que tu comptes vendre? Des sandales pour enfants. » Les gens autour éclatèrent de rire. Mais le nain ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux et dit calmement « Je veux juste un petit endroit pour travailler, c'est tout. » Maman Edna leva les yeux au ciel, mais finit par pointer un petit coin au bord du marché. « Va prendre cet étal vide, là-bas, à côté de l'enclos des chèvres. Elle est abandonnée depuis l'année dernière. C'est le mieux qu'on puisse faire pour quelqu'un comme toi. » Le nain nettoya l'espace et ouvrit une minuscule boutique de vivres. Mais plus les gens entendaient parler de son arrivée, plus les moqueries et la cruauté se multipliaient. Les jeunes filles chuchotaient en riant quand elles le voyaient. Des petits garçons imitaient sa démarche, se moquant de ses jambes arquées. Des mères cachaient les yeux de leurs filles en le traitant de malédiction vivante. Certaines plaisantaient même. « Si je parle un jour à cet homme, que le tonnerre me frappe. Je préfère épouser une chèvre aveugle que cette chose-là. » Même si le nain ne levait jamais la voix ni ne répondait avec colère, les gens se sentaient de plus en plus libres de l'insulter. Mais étrangement, son nom et sa boutique se répandirent comme une traînée de poudre. Tout le monde connaissait la boutique du nain, même ceux qui n'y allaient jamais. Il devint la cible de toutes les blagues, la risée du village, celui que personne ne respectait. Mais Ella, elle, était différente. Elle ne faisait pas que le saluer, elle achetait aussi chez lui. La fille qui s'inclinait devant celui que tous méprisaient. Ce jour-là, le soleil était doux. Les oiseaux chantaient au-dessus du marché animé. Comme d'habitude, Ella entra tranquillement, humble et gracieuse malgré son crâne rasé, un petit sac tressé à la main. Malgré les tentatives de sa marâtre pour détruire sa beauté, son éclat grandissait de jour en jour. Sa peau brillait comme du miel poli, et sa voix était douce comme une berceuse. Et à chaque passage au marché, elle tenait une promesse, s'arrêter chez le nain. « Bonjour, monsieur », disait-elle en s'inclinant respectueusement. Le nain, souvent ignoré et insulté, souriait doucement. « Vous m'honorez de votre présence, ma chère. » Ce jour-là, elle s'assit sur un petit banc devant l'étal, bavardant pendant qu'il lui mesurait des grains. Il parlait du temps, du prix des denrées, et parfois elle lui demandait s'il allait bien. Pour lui, Ella était la seule âme qui le voyait comme un être humain. Alors qu'il lui tendait un petit sac de riz, les mains tremblantes, une voix stridente déchira le marché. Ella, c'était Vondi, de retour de chez le tailleur. Elle s'arrêta net en voyant sa belle-fille assise, souriante, devant la boutique du nain. Elle fonça vers eux comme un taureau enragé. « Mes yeux me trompent » cria-t-elle. Ella se leva, nerveuse, son sac de grains à la main. « Oui, j'achète parfois chez lui. »« Tu achètes chez cette créature » hurla Vondi avec dégoût. « Tu veux attirer la malédiction sur cette maison ?» Sans prévenir, elle gifla violemment Ella devant le nain. Le bruit résonna dans tout le marché. Des femmes poussèrent des cris de stupeur. « Tu n'es qu'une sale fille sans honte » vociféra Vondi. « Tu parles à cette chose comme s'il était humain. Il devrait nettoyer les caniveaux, pas vendre de la nourriture. » Le nain s'avança doucement, la main levée. « S'il vous plaît, madame. » Elle ne voulait pas mal faire. « Tais-toi » hurla Vondi en le foudroyant du regard. « Ne m'adresse pas la parole, erreur de la nature. J'ai envie de vomir chaque fois que je te vois. Je blâme celui qui t'a donné une place ici. » Le visage d'Ella ruisselait de larmes.
Le nain baissa les yeux. Il ne dit plus un mot. Il ramassa calmement les grains tombés au sol. Mais ceux qui regardaient ressentirent quelque chose. Il y avait une profondeur dans ce silence. Quelques murmuraient. Cette fille est différente. Elle salue tout le monde, elle fait sentir à chacun qu'il est roi ou reine. Et dans ce moment suspendu, alors qu'elle s'éloignait humiliée, le nain la suivit du regard. Ses yeux brillaient de tristesse, mais aussi de détermination. Il le nota dans son cœur. Celle qui lui avait montré de la gentillesse dans un monde cruel. Le lendemain, la brise était douce, mais les pas de Vondi étaient lourds. Son cœur battait fort, non pas de honte, mais sous le poids d'une mission égoïste. Elle s'arrêta devant l'échoppe modeste du nain, les yeux scrutant les planches usées, les sacs de grains, et enfin le petit homme qui balayait en chantonnant. Il leva les yeux, surpris. « Vous » murmura-t-il. « Vous êtes revenu » Vondi baissa la tête, joignit les mains et sourit de travers. « Je suis venu m'excuser, dit-elle. Pour l'embarras, pour les noms que je t'ai donnés, pour les insultes. Ce n'était pas bien. » Le nain lâcha son balai. Personne ne s'était jamais excusé auprès de lui. Surtout pas quelqu'un comme Vondi. « Tu t'excuses » demanda-t-il, méfiant. Elle s'approcha. « Oui, et ce n'est pas tout. Je suis venu avec un cadeau. » Le nain cligna des yeux. Un cadeau ? Pour lui, il faillit en perdre ses mots. Depuis qu'il était arrivé, on l'avait moqué, méprisé, jamais salué. Un cadeau ? C'était irréel. Oui, dit Vondi en élargissant son sourire. Un cadeau très spécial. Elle fouilla dans son pagne et sortit un petit paquet soigneusement emballé, viande séchée et noix. S'il te plaît, accepte ceci, et je veux que tu épouses ma fille. Le nain inspira lentement. Ta fille ? Oui, dit-elle fièrement. Et là, elle est humble, douce, et elle est déjà amoureuse de toi. Un petit rire sec s'échappa de la gorge du nain. J'ai besoin d'une femme, dit-il doucement. Mais je pensais que ce serait moi qui choisirais, le moment venu. Les yeux de Vondi se remplirent soudain de larmes, des larmes de crocodile. S'il te plaît, supplia-t-elle en tombant à genoux. Fais-le pour moi. Tu es le seul qu'elle ait jamais aimé. Elle pleure pour toi jour et nuit. Elle dit que tu es gentil, sage, mystérieux. S'il te plaît, dis oui. Le nain recula, confus. Je croyais qu'Ella n'était pas ta fille biologique. Vondi hésita. Un éclat étrange passa dans ses yeux. L'important, c'est qu'elle est à moi. Je l'ai élevée, nourrie, abritée. Elle me doit sa vie. Peu importe ce que les gens disent. Elle fait partie de ma famille. Le nain fronça les sourcils. Donc, tu me demandes d'épouser Ella ? Vondi sourit comme un renard. Ella, bien sûr. C'est elle qui vient à ta boutique. C'est elle qui t'a rendu célèbre au marché. C'est elle que mon cœur veut pour toi. Le nain le regarda longuement, son esprit rempli de pensées, mais son visage resta impassible. Si elle accepte de m'épouser, dit-il, alors je l'épouserai. Mais je dois l'entendre de sa bouche, pas de la tienne. Le sourire de Vondi s'élargit, triomphant. Ne t'inquiète pas. Elle n'a pas le choix. Elle me doit la vie. Prépare-toi juste pour le mariage. Elle est à toi. Elle tourna les talons et s'éloigna en croyant avoir conclu une affaire glorieuse. À la maison, Ella venait de finir de laver la dernière marmite quand la voix tranchante de Vondi déchira l'air. Et là, elle se retourna, les mains encore mouillées, le cœur battant. Vondi se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, les yeux aussi aiguisés que des lames. « Viens ici, tout de suite. » Ella s'approcha prudemment, s'essuyant les mains sur son pagne. « Oui, maman. Tais-toi. » coupa Vondi avant même qu'elle puisse finir. « J'ai toléré ton orgueil trop longtemps. Ça s'arrête aujourd'hui. » Ella avait l'air perdu. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Vondi lui lança un pagne froissé et un vieux foulard. « Prépare-toi. Tu quittes cette maison aujourd'hui. » La bouche d'Ella s'ouvrit de surprise. « Où vais-je aller ? » ?»« Chez ton mari. » cria Vondi. « Tu te maries aujourd'hui. » Ella recula, le sang quittant son visage. « Quel mari ? Qui est-ce que j'épouse ? Qui d'autre ?» Ricana Vondi, les yeux brillants de cruauté. « Ce nain avec qui tu souris au marché, celui qui vend des grains. » Les mains d'Ella tremblaient. « Non, je t'en supplie, pas lui. Je ne faisais que le respecter. Il n'y avait rien d'autre. »« Ça suffit. » aboya Vondi. « Tu t'es toujours cru meilleur que nous. Voyons maintenant comment tu te sens, marié à la malédiction du village. Je t'en supplie, ne me fais pas ça. Je te supplie. » Ella tomba à genoux, les larmes inondant son visage. « Tu m'as élevé. Je ne t'ai jamais désobéi. Pourquoi tu m'abandonnes ainsi ?» La gifle de Vondi claqua sur sa joue.
Tu crois que tu as le choix? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné un toit, de la nourriture, la vie. Tu me dois ce mariage. Maintenant lève-toi et prépare-toi. À ce moment-là, Lucille entra, vêtue de couleur royale. Maman, assure-toi qu'elle l'épouse aujourd'hui, dit-elle froidement, sans même jeter un regard à Ella. Je ne veux pas que le prince sache qu'une horreur pareille vit sous notre toit. Elle se tourna vers sa mère, un air satisfait sur le visage. Rien que son visage peut ruiner nos chances. Vondi hocha la tête. Exactement ce que je pense. Débarrassons le chemin pour ta gloire, mon bijou. Ella n'en croyait pas ses oreilles. Son cœur se brisait. Mais, le prince n'est même pas encore arrivé. Pourquoi me faire ça? Attendez, je vous en prie. Tais-toi, cracha Lucille. Si tu avais eu un minimum de respect, tu serais resté invisible. Mais non, tous les hommes te voient comme leur femme. Toutes les mères te veulent comme fille. Voyons maintenant qui voudra de la femme d'un nain. Ella pleurait sans pouvoir se contrôler. Elle regarda une dernière fois Vondi, espérant y voir un peu de pitié. Mais tout ce qu'elle vit, c'était de la satisfaction. Tu quitteras cette maison avant le coucher du soleil, déclara Vondi, glacial. Et que je ne vois plus jamais ton visage. Alors que Vondi et Lucille poursuivaient leur tourment cruel, les pleurs d'Ella se noyaient dans l'air. Quand soudain, un coup retentit à la porte. Toc toc. Tout le monde s'arrêta. Vondi ajusta rapidement son pagne et redressa son chemisier. Un large sourire étira son visage, comme si elle venait d'être couronnée. Ce doit être mon gendre, annonça-t-elle joyeusement, ignorant l'expression terrifiée d'Ella. Elle ouvrit la porte. Le nain était là, vêtu proprement d'un simple habit traditionnel. « Ah, bienvenue, mon gendre !» s'exclama Vondi en tapant dans ses mains. « Entre, entre. Justement, on parlait de toi. » Ella restait figée comme une statue. Sa poitrine se soulevait rapidement, ses paumes étaient moites, son corps tremblait. Avant qu'elle ne puisse réagir, Vondi s'approcha et lui murmura à l'oreille. « Souris et obéis. Un mot, un froncement de sourcils, et je jure sur la tombe de ta mère, je te tue. » Ella se raidit, les lèvres tremblantes, forçant un faible sourire. Le nain salua poliment Lucille et Vondi, puis se tourna vers Ella avec une révérence respectueuse. « Bonjour, mademoiselle Ella. » Elle baissa la tête, hocha doucement sans un mot, cachant ses larmes. « Je suis venu discuter d'une chose importante, » dit le nain, debout au milieu du petit salon. « Je suis peut-être nouveau dans ce village, je ne suis pas riche ni noble, mais je crois que chaque femme mérite d'être honorée. » Vondi leva les yeux au ciel, mais garda son sourire. « Vas-y, mon gendre. Je veux faire les choses bien. Dans 4 jours, je souhaite organiser nos fiançailles. » Ella retint un souffle. « Les fiançailles ?» Vondi cligna des yeux. « Pourquoi ?» Le nain sourit doucement. « Parce qu'elle mérite d'être célébrée. Et je veux que le village sache à quel point je suis chanceux. » Le visage de Vondi se crispa d'agacement. « Mais pourquoi attirer l'attention? Vous êtes tous les deux pauvres. Vous voulez donner encore plus de raisons aux gens de se moquer? Faites un mariage discret, prenez-la en silence. » Le visage du nain resta calme. Il sourit encore plus largement. « S'ils doivent rire de nous, alors donnons-leur une raison de sourire aussi. » Lucille ricana. « Tu es bien audacieux pour quelqu'un de si petit et pauvre. » Le nain se tourna lentement vers elle et secoua la tête. Lucille resta bouche bée. Vondi rit nerveusement pour détendre l'atmosphère. « Très bien. Si tu veux vraiment cette fête, alors prépare-toi. Mais offre-lui la bague la plus bon marché du monde. Ça correspond à son niveau. »« J'ai déjà une bague, » répondit le nain en regardant Ella. « Une bague que personne n'a jamais vue dans ce village. » Ella leva brièvement les yeux, confuse et curieuse, puis les baissa aussitôt. « 4 jours, alors, » déclara Vondi en applaudissant une fois. « On fera passer le message au village. » Le nain s'arrêta à la porte. « Merci de m'avoir accepté. Je crois que le destin est à l'œuvre. » Puis il partit. Tôt le lendemain, tout le village bourdonnait de rumeurs. Le soleil n'était même pas levé que les murmures s'étaient déjà propagés dans chaque hutte, chaque cour, chaque étal du marché. Les jeunes filles se rassemblaient au ruisseau du village, entre rire et seaux d'eau. « Tu as entendu? Ella va se fiancer avec le nain. »« Hein? Quelle est là? La belle-fille de Vondi? Quelle autre? Elle-même. Fiancée au même nain qu'on a tous moqué hier. Que le malheur m'épargne. Si jamais j'assiste à une telle union maudite, que les dieux me punissent. » Elles éclatèrent de rire, se tapant les cuisses et secouant la tête. Des jeunes filles, pleines de jalousie et d'orgueil, lancèrent à voix haute. « Moi, on ne me verra jamais à un événement aussi bas de gamme. Ma mère a déjà payé le couturier. Je me prépare pour le mariage du prince,
Pas pour le carnaval d'un nain. Quelle honte pour le village. Pourquoi marier une fille comme Ella, alors que le prince n'a même pas encore choisi sa future épouse? Elle est si désespérée que ça? Au marché, les mères continuaient leur course, choisissant pagne et dentelle pour la cérémonie royale. Certaines entonnèrent des chansons moqueuses en passant devant les étals. Certaines épousent des nains, d'autres des rois. Certaines portent la honte, d'autres portent des alliances. Ne me mêlez pas à ça. Cria une femme. Comptez-moi hors de ça. Moi, tout entière, assister à un mariage de nains? Jamais je ne m'abaisserai autant. On attend le prince, pas une parodie de mariage. Pendant ce temps, maman Clara et quelques anciennes respectées étaient réunies devant leur concession. Vondy passa justement, bien habillée, balançant ses hanches comme si elle avait pris la décision la plus honorable du monde. Vondy, arrête-toi là, cria maman Clara. Vondy se retourna, surprise, mais força un sourire. Bonjour, maman Clara. Ne me maman pas. Honte à toi, Vondy. Honte. Les autres femmes hochèrent la tête, les yeux pleins de reproches. Comment as-tu pu marier cette fille, cet enfant précieux, à ce pauvre nain moqué? Quand tout le monde riait de lui, elle était la seule à lui montrer du respect, ajouta une autre femme. Et tu l'as puni pour ça. Je t'ai déjà dit de laisser le destin faire son travail, dit maman Clara en pointant un doigt sévère. Mais non, tu as vendu son avenir. Tu n'as pas su faire ce qu'il fallait pour l'enfant d'une autre femme. Ta méchanceté n'a pas de limite. Vondy voulut répondre, mais maman Clara la coupa. Tais-toi. Pars. Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais les dieux vous regardent. Vondy siffla entre ses dents et s'éloigna en marmonnant. Vous parlez trop. On verra combien riront après le mariage. Maman Clara secoua lentement la tête. Retenez bien mes mots, murmura-t-elle. Cette histoire est loin d'être finie. Plus tard dans l'après-midi, un murmure s'étendit comme un feu de brousse dans tout le village. Le prince est revenu. On dit qu'il est déjà en ville. Il se déplace discrètement pour choisir sa reine. Il veut observer en silence. À peine la nouvelle arrivée, le village explosa d'agitation. Les jeunes filles, pleines de rêves royaux, s'activèrent. Le village calme devint un tourbillon. Chaque coin devint un salon de beauté. Les cheveux furent tressés, la peau huilée, les pagnes ajustées autour des hanches. Même les rires furent calculés, millimétrés pour séduire. Mais nulle part le chaos ne fut plus intense qu'au domicile de Vondy. Elle avait fait venir des stylistes de 2 villes voisines. Elle engagea une coiffeuse professionnelle pour Lucille, celle-là même qui coiffait les filles de chefs et de nobles. On ne prend aucun risque, dit Vondy en surveillant chaque mèche de cheveux. Aujourd'hui marque le début de notre règne. Lucille, devant le miroir, brillait dans sa robe scintillante. Elle s'exerçait à marcher avec élégance pendant qu'un coach applaudissait. Épaule droite, menton levé. Tu es la royauté. En sortant dans la rue, sa beauté était incontestable. Sa peau brillait, sa démarche était assurée, son sourire captivant. Les autres filles restèrent figées de jalousie. Ah, regarde Lucille. On dirait la déesse de la beauté. Si j'étais le prince, je ne réfléchirais pas 2 fois. Elle est déjà reine. Mais derrière tout ce faste, dans l'arrière-cour de la même maison, courbée sur une bassine de bois pleine de mousse et de vêtements usés, se trouvait Ella. Ses mains étaient trempées, ses paumes rouges, ses yeux humides de larmes silencieuses. Elle regardait les 4 vêtements qui lui restaient, bien pliés à côté d'elle. Elle frottait une vieille blouse, essayant d'en effacer la saleté et la tristesse. Son cœur était lourd. De la maison venaient des rires, de la musique, des applaudissements, le luxe, mais pas pour elle. Est-ce ainsi que ma vie va finir? Pensait-elle. Pendant que les autres se préparent à la royauté, moi je lave des haillons. Une larme tomba dans l'eau savonneuse. Elle l'essuya discrètement et continua de frotter. Sa souffrance était ignorée, sauf par le vent et le ciel. Pendant que le village brillait de musique et de parfums, pendant que les jeunes filles rivalisaient de beauté, une silhouette discrète s'approcha une fois de plus de la maison de Vondy, le nain. Il venait seul, vêtu simplement mais propre. Il tenait nerveusement sa casquette en main. Les jeunes filles qu'il croisait sifflèrent de mépris, mais il les ignora et frappa poliment. Vondy sortit, éventail à la main, le sourire fier, jusqu'à ce qu'elle le voie. « Ah, encore toi » ricana-t-elle. Le nain s'inclina légèrement. « Bonjour, Madame Vondy. Je suis venu chercher Ella. Ma mère veut l'aider à se préparer pour notre cérémonie de fiançailles demain. Elle s'occupera de sa tenue. Elle veut qu'elle ressemble à une vraie mariée. » Vondy éclata de rire, croisa les bras et secoua la tête. « Je ne m'attendais pas à te voir supplier comme ça. Tu n'es pas déjà son mari? Prends-la. Prends toute la fille. Elle est à toi, corps et âme. »
Elle se retourna et hurla. « Et là, ton mari est là. Sors et suis-le à sa hutte ou là où sa vieille mère pauvre habite. » Ella sortit lentement, séchant ses mains sur son pagne. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblaient, incapable de parler. Vondi la fixa avec mépris. « Ne reste pas là comme une statue. Mets tes 4 bons habits dans ce vieux sac. Oui, celui en lambeaux que tu utilisais pour vendre dans la rue. Et prends 6 autres déchirés. Tu en auras besoin pour la ferme et pour nettoyer les marmites dans ta nouvelle maison. » Le visage du nain trahit un malaise. Il fit un pas en avant, poli. « S'il vous plaît, madame, ne vous inquiétez pas pour ça. Ma mère va s'occuper de tout pour les fiançailles. Elle a déjà. » Vondi éclata de rire, l'interrompant brusquement. « On verra bien ce que ça donnera. Cette vieille femme n'a jamais habillé une mariée de sa vie. Espérons que ta fille ne ressemble pas à une igname grillée devant notre vraie reine. » À ce moment-là, Lucille entra en trombe, balançant sa chevelure, sa robe brillant sous le soleil. « Que se passe-t-il ici » lança-t-elle sèchement, avant de lancer un regard méprisant au nain et à Ella, qui se tenaient côte à côte. « Pourquoi sont-ils encore là, monsieur le nain? Vous ne pouvez pas partir à jamais avec cette fille inutile ?» Elle pointa Ella du doigt de façon dramatique. « Elle me gâche l'ambiance. Mon prince est en ville. C'est mon moment. Emmenez cette odeur de pauvreté ailleurs, qu'on puisse respirer en paix. » Ella baissa la tête, les yeux embués, mais ne dit rien. Le nain lui toucha doucement le bras. « Allons-y, Ella. » Sans un mot de plus, ils quittèrent silencieusement la cour, pas à pas, observés avec mépris, mais soutenus par leur dignité. Alors qu'ils disparaissaient de la vue, Vondi marmonna. « On verra bien s'ils auront le courage de se montrer demain. » Mais le nain avait déjà soufflé à Ella avec calme et assurance. « Tu es en sécurité maintenant. Ma mère t'attend, et elle t'appelle déjà sa fille. » Ce soir-là, Ella et le nain arrivèrent dans une petite cour simple mais bien entretenue, nichée entre des arbustes fleuris et des manguiers. L'air sentait l'igname bouillie et la soupe au poivre. Ella réajusta nerveusement sa robe et entra discrètement. Une femme âgée, bien habillée dans un pagne et un chemisier, sortit de la pièce intérieure. Ses yeux étaient fatigués, mais son sourire était chaleureux et sincère. « Ah, c'est donc elle » dit-elle en ouvrant grand les bras. « Tu es la bienvenue, ma fille. » Ella se pencha immédiatement en signe de respect, cachant la douleur dans sa poitrine. « Bonsoir, maman. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être ici. » Mais avant qu'elle ne puisse se redresser complètement, la femme l'avait déjà prise dans une étreinte maternelle. « Mon fils m'a beaucoup parlé de toi. Tu es la bienvenue ici. C'est ta maison maintenant. » Ella sourit faiblement. « Maison. » Ce mot faillit lui tirer des larmes. Malgré son statut d'invité, Ella se dirigea rapidement vers la cuisine pour proposer son aide. Elle remua la marmite, vérifia le feu de bois et aida à découper les légumes. La vieille femme l'observait depuis l'embrasure de la porte, surprise. « Non, non, ma fille. Tu es la fiancée. Tu ne devrais pas travailler ce soir. » Mais Ella répondit doucement. « Maman, laissez-moi aider. Mes mains ne sont pas lourdes. C'est comme ça que je suis. » Maman sourit et la laissa faire. Ella balaya la cour, essuya les meubles, rangea les paniers et repassa même le foulard de maman pour les fiançailles. Dans la maison, le nain était assis près de sa mère, riant à gorge déployée pour la première fois depuis longtemps. « C'est la seule qui me fait sourire dans ce village. Elle est gentille. Elle est vraie. Ils se sont moqués de moi, mais elle me traite avec respect. » La vieille femme acquiesça, regardant Ella avec fierté. Soudain, la porte grinça et un homme grand et musclé en uniforme de vigile usé entra, essuyant la sueur de son front. « Maman, » dit-il en haletant légèrement, « j'ai vraiment faim. S'il y a un peu de gari, j'ai déjà les arachides. » La vieille femme se tourna vers la cuisine et répondit. « Attends un peu, mon fils. Ella va te donner un peu de gari. Elle doit être très fatiguée aussi, mais elle te servira. » Ella avait tout entendu. Elle sortit tranquillement et se pencha vers l'oreille de maman pour chuchoter. « Maman, il reste un peu de nourriture dans la cuisine. Est-ce que je lui sers ça à la place du gari ?» Mais maman tapota doucement sa main. « Non, ma fille. Fais comme je t'ai dit. Gardons la bonne nourriture pour les invités de demain. » Ella hocha la tête en signe d'obéissance. Quelques minutes plus tard, elle revint, non seulement avec un petit bol de gari, mais aussi avec une assiette modeste de reste. « Voici mon propre dîner. Je n'ai pas faim ce soir. » L'homme la regarda, surpris et profondément reconnaissant. « Ah, merci beaucoup, ma sœur. Je viendrai certainement à ton mariage demain. Que Dieu te bénisse. » Il s'inclina et sortit, un large sourire aux lèvres. La vieille femme regarda Ella avec une profonde admiration. « Tu lui as donné ta nourriture. »
Ella sourit doucement en tapotant son pagne. Il y en aura plus demain. Il avait vraiment faim. Le nain regarda sa mère et murmura. Elle est bien plus que ce que j'espérais. Cette nuit-là, Ella dormit dans la petite chambre d'amis, la tête posée sur un vrai oreiller pour la première fois depuis longtemps. Elle ne rêvait pas de richesse, mais de paix. Le lendemain, tous les regards étaient tournés vers la file de voitures noires élégantes qui s'approchaient lentement de la maison de Vondy. Les bouches s'ouvrirent. Les gens s'écrièrent. « Attendez, ce n'est pas la maison de Lucille, ça? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle a offensé une autorité. Peut-être qu'elle a marché sur les pieds de quelqu'un. Ou alors, peut-être que le prince l'a choisi. » Des murmures s'élevèrent comme de la fumée dans l'air. Vondy, qui examinait encore la tenue de Lucille, se précipita dehors, plissant les yeux. « Qui sont ces gens? J'espère qu'on n'a pas de problème, » murmura-t-elle, la peur dans le regard. Lucille attrapa la main de sa mère, tremblante. « Maman, je te jure que je n'ai rien fait. Je n'ai insulté personne. Je ne sais pas qui sont ces gens. » La foule s'épaissit. Des visages se pressaient contre les portails. Certains grimpaient même sur les petits murs. Tous les regards se tournèrent vers la première voiture qui s'arrêta doucement devant le portail. Soudain, la portière arrière s'ouvrit. C'était le nain, vêtu d'un costume de créateur élégant. Ses chaussures brillaient comme des diamants sous le soleil. Il ajusta ses lunettes de soleil et fit une légère révérence aux villageois stupéfaits. Il marcha avec assurance jusqu'à la voiture suivante et ouvrit la portière comme un chauffeur. En descendit. Et là, la foule se figea. Elle portait une robe dorée éclatante, des perles royales autour du cou et des poignets. Sa tête rasée brillait comme de l'ébène poli sous le soleil. Elle ressemblait à une déesse revenue sur terre. « C'est Ella » murmurèrent même ceux qui s'étaient moqués d'elle. Sa peau rayonnait, sa posture était gracieuse, sa présence royale. Lucille en resta bouche bée. Elle siffla entre ses dents. « Même s'il est plus riche que tout l'univers, je ne l'épouserai pas. Enfin, sauf peut-être pour l'argent. » Vondy lui donna une tape sur l'épaule. « Tais-toi. Qu'est-ce que l'amour sans argent? Si j'avais su qu'il était aussi riche, je t'aurais marié avec lui depuis longtemps. Ou même je l'aurais épousé moi-même. » Les gens chuchotaient. Alors le nain était riche depuis le début, et on s'est moqué de lui. Mon Dieu, je l'ai appelé homme maudit. Regardez-la. Quelle beauté! Certains se réjouissaient, d'autres étaient jaloux, beaucoup regrettaient. Ella vit leur visage stupéfait, mais se contenta d'un doux sourire paisible. Aucune haine, aucune vengeance. Juste de la dignité silencieuse. Alors qu'elle et le nain s'approchaient des grands sièges sous le dais décoré, la foule poussa un nouveau cri. 6 chameaux majestueux entrèrent dans la place du village, couverts de tissus royaux et de clochettes dorées. Le sol vibrait légèrement sous leurs pas. Des chameaux. Hurla quelqu'un. Même des rois viennent à ce mariage. Qui est vraiment cet homme? Soudain, une voix puissante retentit. Voici le prince héritier de notre royaume. La foule hurla, cria, resta en silence, stupéfaite. Il est là pour Ella? Le nain est lié à la royauté? La trompette royale retentit. Du dernier chameau descendit un homme grand et gracieux, vêtu d'une robe blanche bordée d'or. Il retira lentement son voile, beau, royal, fier. Tout le monde s'inclina, sauf Ella, qui recula lentement, les yeux fixés dans ceux du prince. Il lui sourit. Le silence était total. Lucille ouvrit de grands yeux. Ses lèvres tremblaient. « Maman, mon prince est là. C'est mon moment. Ça devrait être moi. » Elle tira la main de Vondy. Toutes deux s'avancèrent en balançant les hanches avec fierté. Mais juste avant qu'elle n'atteigne le prince, il se détourna d'elle, marcha droit vers le nain et s'inclina profondément. « Merci, mon oncle. Tu m'as trouvé la meilleure. » Silence. Elle a mis la main devant sa bouche, stupéfaite. « Mon oncle ?» Le prince se tourna alors vers elle. Ses yeux étaient doux, sa voix forte. « Ella, je suis venu chez toi hier soir. J'étais le faux agent de sécurité qui a demandé du gari. J'ai vu comment tu as offert ton dîner avec humilité en disant que tu n'avais pas faim. Tu as choisi la gentillesse plutôt que le confort. Rien que cela t'a rendu digne. Tu es l'élu. » La foule explosa de cris. Lucille faillit s'étouffer. Vondy s'évanouit. Le prince mit un genou à terre et sortit une bague royale étincelante. « Ella, épouse-moi. Sois ma femme. Marchons ensemble, servons notre peuple. Régnons avec justice. » Les lèvres d'Ella tremblaient. Les larmes coulaient sans retenue. D'une voix tremblante, elle murmura. « Oui, oui, je veux t'épouser. » La foule devint folle. Des mères pleuraient de joie. D'autres criaient de regret.
Des jeunes filles hurlèrent entre chagrin et admiration. Lucille s'effondra à genoux. Vondy s'écroula sur un banc, l'éventail à la main. Mais maman Clara dansait déjà de bonne heure, levant son pagne au rythme du destin accompli. Je vous l'avais dit. Laissez le destin suivre son chemin. Regardez maintenant. Ce que Dieu élève, personne ne peut l'abaisser. On amena un des royales dorées. Ella fut placée avec soin sur un chameau blanc paré de soie et de dorure. Le prince monta à côté d'elle. Tous deux rayonnaient, royaux. Derrière eux, un annonceur royal proclamait « Voici le futur roi et la future reine de notre royaume. Vive le prince! Vive la reine Ella !» Les chameaux avançaient lentement vers le palais, au milieu des acclamations, des larmes et des regrets. Lucille tomba à genoux, en sanglots. Elle est partie. Elle est vraiment partie. Les jeunes filles, en habits de fête, s'effondraient, enlevant leurs bijoux, honteuses. Le peuple qui avait moqué Ella pleurait maintenant la femme qu'il n'avait jamais su être. Lucille murmura doucement, les larmes aux joues. Ella m'avait dit un jour que sa mère lui répétait « La lumière brille le plus fort dans l'obscurité ». Je ne comprenais pas. Je me moquais d'elle. Je riais de ses souffrances. Mais malgré tout ce que ma mère lui a fait, tout ce qu'on a fait pour l'écraser, elle a brillé. Elle s'est élevée bien plus haut que nous tous. Des mères baissaient la tête de honte. D'autres serraient leurs filles dans leurs bras en pleurant. Vondy restait au sol, sans voix. Au loin, les trompettes royales résonnaient alors qu'Ella et le prince disparaissaient à l'horizon, entourés de gardes, de danseurs et de chameaux. Le village ne pouvait que regarder la servante devenir une reine en pleine gloire. Et au milieu de tout cela, Lucille souffla, à peine audible. Si j'avais une seconde chance, je serais gentille, moi aussi. Mais il est trop tard maintenant. Quelle aventure incroyable pour Ella. Moquée, humiliée, puis portée en reine sur un chameau royal. N'est-ce pas magnifique? Voici 5 grandes leçons à retenir. La gentillesse gagne toujours, même quand personne ne regarde. Ne méprise jamais personne. Tu ignores ce que l'avenir leur réserve. La beauté sans caractère est vide. Ce qui est pour toi viendra à toi. Sois juste patient et vrai. La lumière brille le plus fort dans l'obscurité, comme Ella. Et vous, quelle partie de l'histoire vous a le plus touché? Était-ce la surprise du prince? Le geste d'Ella avec son dîner? Ou les larmes des fières jeunes filles? Dites-le moi dans les commentaires, et même dans votre propre langue. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner, et partager cette histoire à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi. Je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse.